Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, je vous propose qu'on parle réemploi et transition écologique notamment. Pour cela, deux invités sont avec nous. Steven Vitry est un passionné d'escalade avant tout. Il a créé il y a un peu plus de 2 ans un lieu où se mêlent escalade, justement, réemploi et bois. La recyclerie, La Recyclerie, c'est son nom. On va découvrir ça dans quelques instants. À ses côtés, Amaury Lenné s'est engagé dans une démarche de protection de l'environnement. Minimaliste, il pratique le zéro déchet notamment et se forme aujourd'hui pour monter un projet de permaculture. Son objectif est d'agir concrètement pour l'environnement. Portrait pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Amaury, vous dites que vous êtes un inspirateur. C'est ça. Un terme que vous avez inventé, expliquez-nous. Alors, moi, la base de mon projet, c'est que je me suis rendu compte que si on voulait amener du changement de manière pérenne, ça servait à rien d'essayer de le forcer de l'extérieur. C'était beaucoup plus, ça fonctionnait beaucoup mieux d'essayer d'inspirer les gens pour que le changement, en fait, il vienne de l'intérieur. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le nom Inspiracteur, en mêlant un peu le mot inspirer et le mot acteur pour être justement dans l'action. Et pas simplement juste voilà, regarder ce qui se fait, mais vraiment agir. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le nom Inspiracteur, et c'est comme ça qu'est né le projet qui va avec. Donc l'idée, c'est pas d'être un donneur d'ordre en quelque sorte, c'est vraiment d'inspirer, Ouais. de proposer, de suggérer des idées, des actions à mettre en place. Exactement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient vous dire qu'il sait mieux faire que vous. Et donc moi, c'est absolument pas ma démarche. Ma démarche, elle est vraiment dans la bienveillance. L'idée, c'est de dire, bah voilà, moi, plutôt que de donner des leçons, bah voilà ce que moi je fais dans la vie de tous les jours. Et j'en parle. Et si ça vous inspire, si ça vous donne envie, eh ben, peut-être de mettre en place des nouvelles habitudes dans votre vie de tous les jours, plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, eh ben, peut-être que moi, je peux vous apporter des petites billes pour vous aider à évoluer vers cette démarche-là. On va découvrir ça tout au long de l'émission. Alors finalement, vous voulez inspirer comme vous avez été inspiré par ce livre notamment que vous avez apporté avec vous. C'est ça, tout à fait. Le livre Zéro déchet de Bea Johnson, que je pense beaucoup de personnes qui font du zéro déchet ont entendu parler ou ont lu. J'ai découvert ce livre en 2015 lorsque je vivais à Munich à l'époque. Et j'étais déjà dans une démarche de minimalisme parce que ça c'est quelque chose que je fais naturellement depuis que je suis très jeune. Et je m'intéressais aux différentes manières de réduire mes déchets. Et en regardant un petit peu sur Internet, je suis tombé sur le blog de Bea Johnson et sur le livre qu'elle a écrit. Donc j'ai commandé le livre et en lisant le livre, ça m'a vraiment ouvert au monde du zéro déchet, de qu'est-ce que c'était le zéro déchet, des 5 R, voilà, tous ces termes que les gens qui font du zéro déchet ont déjà entendus. Et ça m'a vraiment inspiré, ça m'a donné des outils justement pour moi essayer d'aller plus en avant dans cette démarche de zéro déchet pour réduire mes déchets. Et donc voilà, ça fait depuis 2015 que je suis dans cette démarche-là et j'arrive donc avec ma compagne à des résultats assez intéressants puisque l'an dernier, donc pour un couple de 2 personnes, on a réussi à produire moins d'un sac de 30 litres de déchets incinérables pour une année. Donc la poubelle La noire, poubelle on noire, apparente à la c'est poubelle ça. noire. On a créé 7 sacs de déchets recyclables, donc la poubelle jaune, et à peu près, je crois, 42 kilos de Biodéchets. déchets, de biodéchets qu'on amène du coup dans un composteur partagé à la maison romaine. Donc, qui sont des déchets qui sont ensuite réutilisés pour pouvoir voilà, créer du compost. On y reviendra tout à l'heure sur ces chiffres qui sont quand même assez incroyables. Vous avez diminué petit à petit. Peut-être que le Ouais. plus surprenant pour les personnes qui nous regardent, ça va être la poubelle noire, moins d'un sac. Ouais. On sait que c'est encore des déchets. Enfin, il y a Mhm. encore énormément de poubelles noires. Steven, moins d'un sac par an, pour l'instant, c'est... Non, c'est un petit sac par mois, mais ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est ça. C'est déjà un bon résultat. Oui. Bah, tout le monde s'y met un petit peu aussi, hein, dans cette démarche-là aussi un peu environnementale. Donc, C'est vrai que oui, c'est des beaux chiffres. On parlera, vous nous expliquerez quel est un petit peu... qu'est-ce que vous faites pour en arriver là? Alors Steven, je le disais tout à l'heure, vous êtes le gérant de La Recyclerie, un projet qui a 2 ans maintenant à peu il y a près, 2 ans, oui. ou en tout cas qui a été créé il y a 2 ans, mais j'imagine que la genèse du projet est un peu plus lointaine. Oui, elle remonte encore il y a 3 ans en avant, puis malheureusement, il est passé tout ce que tout le monde a connu, c'est-à-dire le Covid. Donc pendant 2 ans, tout s'est arrêté. Mais oui, le projet a commencé sur le thème du réemploi avec les premières structures mobiles et itinérantes au départ. Et puis le projet a pris beaucoup d'ampleur quand j'ai pu me poser dans ce bâtiment où je suis actuellement. Et là, tout s'est démesuré, c'est-à-dire les premiers murs d'escalade ont grandi, les premières structures itinérantes ont aussi grandi, le mobilier du coup est arrivé, maintenant un espace
de convivialité avec une mezzanine est apparu aussi sur le thème du réemploi, donc avec du bois qu'on met à la benne, hein, tout simplement, que personne ne veut utiliser. Et puis maintenant aussi toute une gamme un petit peu aussi autour du textile. Les chutes de bois sont aussi utilisées. Voilà, l'enseigne Climbing Woody malheureusement aussi a disparu par l'enseigne Mont maintenant, pour faire aussi très local. Ça, c'est vraiment c'était au tout début. Hein, c'était les tout débuts, ouais. Parce que c'était pas encore dans le bâtiment là, d'ailleurs. Si, c'était déjà dans le bâtiment là, il a bien changé. Avant, j'étais avec le Xylolab sur l'atelier bois partagé, et là, c'était la fabrication d'accessoires, ce qu'on appelle des volumes. Et ces volumes-là, une partie était partie effectivement sur la Coupe du Monde à Chamonix. Donc c'était vraiment les tout débuts, voilà, les premiers projets de structure itinérante. Il y avait quelques plans, voilà, ça c'était la Coupe du Monde où les volumes ont été posés en haut. Malheureusement, ça j'ai un petit peu mis de côté parce que c'est un tout petit marché, c'est compliqué, c'est une belle vitrine, c'est très contraignant et c'est des produits neufs. Donc ça colle pas forcément avec la démarche aujourd'hui. Non, ça fonctionne plus. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont fonctionner avec le recyclage, le réemploi, mais sur la personnalisation, mais plus sur ces produits-là qui sont très normés, très compliqués. Et le réemploi, pour pouvoir bien faire les choses, on ne peut pas appliquer toutes les règles de la vie du quotidien de plein de choses. Donc oui, il y a ce petit contre-pied où il faut que les gens acceptent que ça ne soit pas quelque chose de standard, ou ni de la même couleur ou autre. Ce qui fait que le projet devient atypique. Et c'est vrai que ces volumes-là, ces accessoires-là, on peut plus... c'est plus dans l'esprit. C'est plus dans l'esprit, en tout cas, ce que vous cherchez. Non. Dès le départ, en tout cas, dans ce projet de la recyclerie, la dimension réemploi, environnement, bois était très présente, et c'était l'axe sur lequel vous vouliez avancer. Oui. Par exemple, ces volumes-là qui ont été créés, tout simplement, c'était pour enlever toutes les enseignes publicitaires qu'on voit sur les murs d'escalade. C'était le point de départ déjà. Donc c'était enlever des enseignes qui ne servaient pas, qui n'étaient pas très beaux, qui étaient pas jolis. Et puis voilà, c'était rajouter un accessoire qui servait aussi dans le quotidien. Donc tous les autres projets qui ont découlé sur le monde de la recyclerie ont cette fonction-là. C'est-à-dire soit elles sont personnalisables aussi, parce que j'ai gardé ce mot d'ordre sur tous les projets, mais maintenant avec une vraie vocation de réemploi. Donc tous les produits doivent être déclassés, fin de série, déstockage ou sortir de la benne, pour que du coup je reste dans pour qu'il vous intéresse. Ouais, oui, un bout de bois qui sort de chez le magasin d'une enseigne, d'un magasin de bricolage du quotidien, non en fait, non. Si le magasin de bricolage me l'offre, c'est différent. La démarche n'est pas la même. C'est pas la même. Elle n'est pas la même parce que lui, il y a des bois peut-être que lui il peut pas vendre parce que j'allais dire malheureusement dans un mode de consommation, les gens ont besoin aussi de beaucoup de standards pour soit des fois être rassurés et autres. Mais la recyclerie sert à ça aussi, c'est de montrer que finalement avec un bois qui est tordu, on peut quand même faire des choses, et c'est prendre un petit peu plus de temps et on peut pas fonctionner de la même manière ni dans la même réflexion. L'escalade, c'est finalement un point d'accroche, pas un prétexte, mais pour pouvoir faire découler plein d'autres choses autour, d'autres valeurs. C'était aussi un peu ma carte de visite, parce que beaucoup de personnes sur le secteur me connaissent dans le monde de l'escalade, vu le cursus que j'ai fait ici. Et de partir dans un monde du bois recyclé, c'était compliqué, il fallait se faire un peu connaître. Donc pour pas commencer avec une table ou un banc, je me suis dit allez, je pars dans un projet peut-être ambitieux, mais d'ouvrir une salle d'escalade 100% recyclée, c'était un vrai défi. J'ai commencé avec un petit mur, et cette salle est apparue en 2 ans et demi presque, où la moyenne d'une salle privée traditionnelle et autres, c'est à peu près en 2 mois, quoi. Parce que les panneaux arrivent et c'est un gros Lego, quoi. Voilà. C'est pas du tout le même... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout la même démarche, du tout. Alors, Amaury, il y a eu ce livre, mais il y a aussi eu des voyages, en Nouvelle-Zélande notamment. On va peut-être voir quelques photos passer. C'était le cheminement vers une nouvelle vie, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de voir la vie, tout simplement. Disons que c'était une transition entre ma vie je dirais, où j'étais chef de projet, où je travaillais derrière un ordinateur toute la journée, et j'avais envie de m'éloigner de ça, et c'était surtout un moyen d'intensifier ma démarche de minimalisme. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de traverser la Nouvelle-Zélande à pied sur 3000 km. Et donc l'idée, il y avait forcément déjà le défi sportif,
parce que du coup j'avais tout dans mon sac à dos. Voilà, j'avais un sac à dos qui faisait 70 litres et j'avais voilà 14-15 kilos sur les épaules. Et l'idée, c'était donc le défi sportif, et c'était de se poser la question, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Et en fait, l'avantage de la randonnée sur de la très longue distance, c'est qu'on fait tabula rasa de tout, c'est-à-dire qu'on oublie, enfin, on n'a pas les soucis du quotidien, et on vit avec ce qu'on a dans un sac à dos de 70 litres. Et ça, moi, je trouve que c'est le plus grand, le meilleur moyen d'essayer de toucher à la liberté, c'est de se dire, bah voilà, je vis avec ce que j'ai dans mon sac à dos. Et donc, du coup, ça m'a permis d'aller plus en avant dans ma démarche de, ben, en fait, qu'est-ce qui nous rend heureux et de quoi on a vraiment besoin. Parce que quand on part sur une randonnée de 3000 km dans un pays, voilà, à l'autre bout du monde, on s'imagine plein de scénarios possibles et imaginables. Où est-ce que je vais bien pouvoir dormir? Comment je vais trouver de l'eau? Alors, ce projet, avant d'en arriver là, je me suis préparé pendant 1 an et demi, que ce soit pour l'achat du matériel, pour que ce soit la préparation et tout ça. Mais voilà, il y a toujours des inconnus qu'on ne peut pas vraiment gérer. Et donc, on se fait plein de scénarios et en général, voilà, on a des peurs et on va prendre avec soi voilà, plein d'outils ou de matériel ou de vêtements pour à peu près, enfin, pour essayer de combler ces peurs. Il y a une phrase dans le domaine de la randonnée qui dit que le randonneur, il remplit son sac à dos de ses peurs, et c'est vraiment ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'avançais dans ma randonnée, je me rendais compte que la majorité des peurs que j'avais imaginées avant, c'était des peurs irrationnelles. Et que ces peurs, au fur et à mesure qu'elles tombaient, que je me rendais compte qu'elles ne se réalisaient pas, et ben je pouvais mettre de côté tous les objets que j'avais pris pour essayer de Pour essayer de parer à ces yes. peurs. Et donc, au fur et à mesure, mon sac à dos de randonnée s'est allégé. Et maintenant, voilà, avec ma compagne, on fait le chemin de Compostelle. Et donc, quand je randonne sur de la longue distance, j'ai un sac à dos de 35 litres. Donc, pour vous donner une idée, avec un poids de base de 7 à 8 kilos, alors que quand je suis parti en randonnée en Nouvelle-Zélande, j'avais 16 ou 17 kilos. Vous avez réduit de moitié finalement à Voilà, peu c'est près. ça. Et Voilà. donc ça, c'est des peurs qui se sont évacuées. Et donc du coup, j'ai mis de côté les objets dont j'avais pas besoin et que je prenais pour essayer de combler ces peurs. Et donc du coup, voilà. Et après, j'ai un petit peu transposé ça à ma vie quotidienne en me disant, bah, dans ma vie quotidienne, quels sont les objets qui me sont réellement nécessaires, qui me permettent de remplir un besoin ou alors qui me rendent heureux, et qu'est-ce qui est superflu. Et voilà, donc du coup, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de mettre ça en place et de ne garder que Que l'essentiel pour l'essentiel. mettre de côté le superflu, Et en fait. quels ont été les grands changements, voilà, ce qui vous a le plus marqué, peut-être à votre retour de ce voyage notamment, mais toutes les autres expériences que vous avez pu faire? Alors, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est qu'à la base, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai été inspiré par toutes les aventures de Mike Horn, qui Qu'on a vu sur commençaient, une photo voilà, tout à tout à l'heure. Ouais. fait. Et en fait, à la fin de ma randonnée, alors certains pourraient dire par hasard, moi je vais dire que c'est l'univers qui m'a remercié. J'ai rencontré à la fin de ma randonnée de manière complètement impromptue, c'était pas du tout prévu. Et donc du coup déjà le fait de rencontrer cet homme-là qui était sur son bateau et qui a vu que moi j'étais voilà devant, je regardais, je suis tombé sur son bateau de manière complètement voilà pas Par hasard. prévue. Et en fait il est sorti, il est venu discuter avec moi, il a pris le temps. Et c'était extrêmement inspirant de voir que cette personne-là, qui est sans doute un des plus grands explorateurs du 21e siècle, a pris le temps de venir me voir, de discuter avec moi, de discuter de ma démarche et de m'expliquer là où il en était lui dans ses aventures. Donc ça m'a vraiment motivé en me disant, bon bah voilà, il faut vraiment suivre son intuition et il faut vraiment aller au bout de ses projets, au bout de ses rêves, parce qu'au final, on en est toujours récompensé. Et ensuite, quand je suis revenu dans les Vosges, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai vraiment envie de continuer dans ces démarches-là. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est de voir toute la communication qui était faite par le Cyclovad et par Evodia autour du zéro déchet. J'étais vraiment agréablement surpris parce que c'est vrai que depuis les années 90, il y a énormément de communication autour du tri, mais il n'y avait pas forcément Sur beaucoup de le choses autour zéro du déchet. zéro déchet en particulier. Et de voir justement tous ces organismes qui faisaient beaucoup de communication autour du zéro déchet, je me suis dit, bon bah voilà, il faut vraiment que je continue moi dans cette lancée-là.
Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a encore plus motivé à aller de l'avant. Et puis après, voilà, il y a plein de petites étapes, notamment le fait de transitionner vers une alimentation principalement végétarienne. Ça permet déjà d'éviter pas mal de déchets. Le fait de rencontrer ma compagne, où là, j'ai pu vraiment mettre en place un certain nombre de choses avec elle. Et donc, du coup, ça permet de comparer les idées, de mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà, c'est plein de petites étapes qui se sont mises bout à bout et qui m'ont permis d'avancer sur ce projet. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage, une initiative intéressante à Saint-Dié-des-Vosges, issue du financement participatif. On en reparle juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel. Dans une rue fréquentée à Saint-Dié-des-Vosges, elle suscite la curiosité. Une armoire à dons vient juste d'être installée. C'est un des projets réalisés dans le cadre du budget participatif de la ville. Clotilde a eu cette idée au retour d'un voyage en Écosse. Le principe repose sur le partage d'objets réutilisables. On parle d'obsolescence au niveau des objets ménagers et tout. Et ça nous a donné l'idée aussi, en voyant tous ces objets qui sont encore utilisables, de pouvoir les mettre devant le public pour que ceux qui ont envie ou ceux qui ont besoin puissent s'en servir. Vaisselle, bibelots, DVD, les étagères se remplissent peu à peu. Ce n'est pas du troc. Et attention, on n'y dépose pas de produits alimentaires, de textiles ou d'objets dangereux. Et surtout, ce n'est pas une déchetterie bis. Les articles doivent être en bon état. L'armoire, fabriquée en bois par les services techniques de la ville, semblait intéresser les premiers passants. C'est une très bonne idée, à la fois pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et la notion d'entraide doit être remis au goût du jour. Voilà. Et vous allez apporter des choses ? Oui, sac à main, voilà. J'en ai en pagaille, donc je vais en apporter. J'ai été surprise et j'ai voulu savoir ce qu'il en était, à quoi ça pouvait correspondre. Donner, c'est déjà énorme. Donner un sens aux objets qu'on a et puis éduquer les enfants dans ce sens, je crois que c'est surtout ça. Du réemploi, de la seconde main, de l'entraide, on ne peut que soutenir, j'imagine, cette initiative. Vous oui. voyez acquiescer à plusieurs moments, Oui. Steven. Ah oui, je trouve ça génial en fait. Cette démarche d'armoire à dons, là, je connaissais pas du tout, pourtant je vais souvent à Saint-Amé. Saint-Dié. Saint-Dié, pardon. Ah, ça, Saint-Dié, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais vu. Il en manque une à Saint-Amé, du coup. Voilà, Oui, il en peut-être manque une à que c'est un petit pic à la commune de là-bas. Mais oui, non, je trouve ça génial. Je pense que ça a un peu d'avenir, ce genre de petite boîte là qui pourrait développer assez régulièrement, en masse. Et c'est issu du financement participatif, donc c'était peut-être là que c'est encore plus intéressant, que c'est vraiment une démarche de certains habitants qui ont pensé que c'était une bonne idée. Visiblement, ça en est Ah oui, mais je trouve ça bien. C'est vrai qu'on voyait beaucoup ça avec les livres, Oui, mais là, le fait d'avoir vraiment des citoyens à qui on donne la possibilité de mettre en place quelque chose pour justement éviter l'obsolescence programmée ou de jeter des objets qui sont toujours utilisables, et ben voilà, on remet la possibilité d'action dans les mains du citoyen, et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis ça reste ça reste local en plus. C'est ça reste. Alors, je ne sais pas si c'est du bois Non, mais qui a été réutilisé, de la C'est pas palette, mais grave. pour ça, il faudrait creuser. non, mais déjà il y a une première démarche. Après, peut-être qu'il y a des choses à construire autour qui pourraient aller jusqu'au bout d'un projet complètement réemploi. Mais en tout cas, moi je trouve ça génial. Que c'est une belle initiative. Ouais. Valide. On valide. Il y a des choses simples finalement à mettre en place. C'est un petit peu l'histoire du colibri aussi. Hein. Chacun à son échelle, à son niveau peut faire des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil peut-être à Maury Qu'est-ce que vous pourriez inspirer nos téléspectateurs, des petits conseils à mettre en place pour réduire ces déchets notamment? Ça passe par quoi? Ouais, alors moi je vais commencer d'une manière un petit peu détournée, parce que c'est vrai qu'on parle bien souvent de quoi réduire les déchets, comment, ça j'y viendrai après. La question la plus importante pour moi, c'est pourquoi. Je pense que pour se lancer dans une démarche de zéro déchet, il faut trouver son pourquoi, c'est-à-dire la motivation, ce qui va vraiment, la raison pour laquelle on va vouloir se lancer dans ce projet, parce que c'est pas toujours facile. Il y a des fois des gens qui vont vouloir remettre en cause cette pratique, ils vont dire mais enfin même si toi à ton échelle tu réduis tes déchets, à l'échelle de la planète, au final c'est ridicule. Certes, mais si vous arrivez à trouver votre pourquoi, à vous y accrocher, et ben ça c'est ce qui vous permet de vraiment de continuer sur la durée. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je conseillerais à faire aux gens. Tout simplement, essayer de trouver la raison pour laquelle vous voulez vous lancer dans le zéro déchet. La deuxième, c'est soyez bienveillant avec vous.
Rome ne s'est pas fait en un jour. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de personnes qui arrivent à des résultats assez impressionnants. Et on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. C'est quelque chose qui se fait vraiment sur la durée. Donc soyez bienveillants avec vous. Commencez par ce par quoi vous pouvez commencer. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Un couple ne peut pas réduire ses déchets, ou une famille Famille, bien sûr. ne peut pas réduire ses déchets de la même manière qu'un couple. Donc faites à votre échelle, allez-y tranquillement et vous verrez qu'au fur et à mesure, les choses vont s'installer. Donc ça, c'est vraiment la base, je dirais, le côté un petit peu réflexion avant de se lancer. Après, de manière vraiment pratico-pratique, moi, il y a vraiment 3 choses sur lesquelles j'axe, moi, ma démarche. Donc j'ai toujours parlé de moi parce que, voilà, c'est ce C'est que je votre fais et c'est vécu ce que et les bien sûr. gens, c'est c'est ce qui pourrait inspirer les gens qui nous regardent. La première chose, le meilleur des déchets, c'est celui qui n'est jamais créé. Donc l'idée, c'est déjà d'aller faire ses courses en vrac. Donc là, la chose à faire, voilà, c'est de trouver des sacs en tissu, des sacs en papier, et d'aller dans les magasins et de voir les aliments du quotidien, comme le riz, comme les pâtes, comme voilà, la semoule, plein d'aliments du quotidien qu'on peut déjà prendre en vrac, ce qui fait que tous les emballages qui ne sont pas achetés ne seront pas ensuite jetés, et donc ça permet déjà de réduire grandement le contenu de la poubelle jaune ou de la poubelle noire. La deuxième chose, c'est le tri. En triant correctement, forcément, on réduit énormément les déchets qu'on peut mettre dans la poubelle noire. Et là, avec l'amélioration de tout ce qui est collecte des déchets, maintenant, on peut jeter de plus en plus de déchets dans la poubelle jaune. Donc, on réduit encore plus la poubelle noire. Et il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment le 3e point sur lequel j'axe ma démarche. Moi, c'est vraiment les biodéchets. Ne plus jeter les biodéchets dans la poubelle noire, mais alors soit faire un compost chez soi, soit les apporter dans un des composteur composts partagé, comme on peut en voir notamment sur Épinal à la Maison Romaine notamment. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important parce que, en fait, on ne se rend pas compte que quand on jette un biodéchet dans la poubelle, on jette littéralement de l'argent par la fenêtre parce que ces déchets-là, ils peuvent ensuite être réutilisés pour créer du compost qu'on peut utiliser pour ses fleurs, pour son terrain. Mais il y a aussi une chose, c'est que bien souvent, les gens vont jeter leurs poubelles noires alors qu'elles ne sont pas remplies. Pourquoi ? Parce que dedans, ils mettent... Les odeurs, les choses Voilà, comme ça. il y a des déchets, des biodéchets qui vont se dégrader, qui vont créer des odeurs, qui vont apporter des moucherons. Et donc les gens, bien souvent, par la force des choses, sont obligés de jeter leur poubelle noire alors que, en fait, elle est que à moitié remplie. Et donc déjà, en se libérant de ces biodéchets, et depuis le 1er janvier 2024, c'est une obligation pour les communes en France d'apporter des solutions pour que les gens ne jettent plus leurs biodéchets dans les poubelles noires. Ça permet de réduire énormément le contenu de sa poubelle noire. Et c'est déjà en faisant ces 3 choses-là, en ayant une réflexion Bien sur sûr, sa tout à fait. consommation, en essayant de consommer, notamment d'aller en recyclerie, d'aller, tout ce qui est les friperies et tout ça, pour essayer d'avoir une réflexion sur ces achats du quotidien. Ça permet déjà de réduire grandement ces déchets. Quelques petits conseils, voilà, si certains ont envie de se lancer dans la réflexion tout d'abord. Steven nous avait apporté 2 petites choses avec nous. Alors, le cairn, c'est ça qu'on l'appelle. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Oui. C'est toujours quelque chose que vous proposez, donc vous le disiez tout à l'heure, avec les chutes finalement de bois, c'est ça ? C'est les chutes déclassées en fait de l'atelier. Donc c'est-à-dire que on reste sur des tout petits objets. Il tient le choc pour le moment. et du coup, c'est de réutiliser au maximum tous les déchets de l'atelier. Donc moi maintenant, l'idée première, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un bois d'art, donc un feuillu local ou autre, c'est de le réutiliser jusqu'au bout, jusqu'au petit jeu. Sinon, après, tout ce qui va être copeaux, c'est pour ça que je voulais ramener, de l'atelier sont à l'intérieur de ce coussin-là, avec du tissu local. Vous pouvez le rapprocher, n'hésitez pas à prendre Voilà. le Donc là, du coup, ça, c'est un coussin qui est fabriqué avec du tissu tissé dans les Vosges. On est d'accord que le lin, ça ne vient pas des Vosges. Hein. Voilà. Il y a certaines limites. Mais à l'intérieur, il y a les copeaux de l'atelier qui ont servi à fabriquer d'autres mobiliers. Donc il est séché à l'intérieur, donc c'est un petit bruit un peu particulier. Mais voilà, c'est un petit coussin 100% réemploi, donc plus trop de déchets. Et le tissu, c'est pareil, le pull que j'ai sur moi, c'est du tissu vosgien. Donc voilà, c'est aussi du déclassé pour certains produits, vu avec certains industriels pour pouvoir le revaloriser. Donc je leur rachète et je produis des petits accessoires, donc par exemple ce petit coussin, ce pull,
des petites housses, des petits sacs un petit peu aussi pour tout ce qui est fruits et légumes. Enfin voilà, et tous les objets qui viennent, je ne peux pas le certifier en industriel parce que c'est toujours des chutes de quelque chose ou une série de quelque chose ou une fin de série de quelque chose. Et donc c'est toujours des objets un peu uniques à une valeur ou une quantité limitée. Et après, je recommence une nouvelle série. Par exemple, là, il y a une série de pulls qui va commencer. Il y a une série de petits jeux. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il faut attendre de ravoir des chutes pour pouvoir reproduire. Et donc, je n'ai plus de stock de surbois parce que chaque projet qui vient dans la structure sert à quelque chose, est proposé aux clients qui viennent dans la structure. Ils peuvent repartir très souvent des fois avec un objet, mais aussi tout l'inverse, c'est-à-dire que un objet des fois il faut apprendre à attendre. Donc ils viennent, ils disent ah oui mais moi ça me plaît, mais je le voudrais un petit peu comme ça ou autre. Après je leur dis oui, mais il faut attendre. Il faut attendre une petite semaine. On n'est plus habitué. Beaucoup pensent que je vais dans un centre commercial, dans un supermarché, j'ai tout de suite ce qu'il me faut. Là, on comprend bien avec vos idées, vos réflexions, il faut aussi apprendre, faire. C'est comme les légumes, on ne mange pas certains légumes en hiver. C'est une démarche globale qui est à trouver. Et malheureusement, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc il faudra revenir pour en parler sur notre plateau. Plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.